Ces manifestations d'euromédecine où j'ai rencontré des prix Nobel de physique, des prix Nobel de médecine, venant un peu même du monde entier, puisque j'ai invité ensuite des grands scientifiques du monde entier. Donc là, j'ai inauguré Euromédecine, j'avais un stand gratuit, j'attrapais tous les scientifiques par la manche et je leur parlais de cette pathologie qui n'était pas connue. Et le service d'ophtalmologie de Montpellier ne connaissait rien. Et le professeur de l'époque m'a dit « Oh, ma chère petite, moi, vous comprenez, je vais partir à la retraite. » Je voyais bien que ça n'intéressait pas. Mais moi, j'avais décidé de partir en combat. Et lorsque le suivant est arrivé, le professeur, qui a été le professeur Arnaud, à qui je rends un grand hommage, d'ailleurs, nous avons travaillé presque 25 ans, la main dans la main. Il m'a dit tout de suite, ah, mais ça m'intéresse. Et je l'ai su par la suite, il a demandé à ses infirmières, cherchez vite ce que c'est que la rétinite pigmentaire. Et donc j'en savais déjà plus que lui, mais peu importe. Hein. En tout cas, il a foncé tout de suite. Alors j'ai eu pour objectif, à ce moment-là, de rassembler l'hôpital, qui était incontournable pour les examens des yeux, où le matériel n'était pas terrible d'ailleurs à ce moment-là. On faisait juste un électrorétinogramme. Le mien était plat. C'est comme un électrocardiogramme plat. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Je voyais quand même de façon centrale, mais mon électrorétinogramme était plat. Alors, j'ai réuni l'hôpital, l'INSERM et le CNRS. J'ai pas eu tellement de mal. J'ai pas tellement eu de mal à les convaincre. Nous avons formé cette équipe extraordinaire, je dois dire, avec l'association. Et donc là, j'ai commencé à prendre des... Vous savez, c'est du non-stop depuis 27 ans. C'est ma vie, c'est comme un enfant qu'on essaie d'amener à son terme. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait venir les patients à Montpellier. Nous sommes à l'heure actuelle, nous avons été premier centre référencé de France sur toutes les maladies de dégénérescence de la rétine. Et alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On s'est réunis, on m'a dit il faut un comité scientifique. J'ai fait un comité scientifique, ça se passait chez moi, les réunions, c'était sympathique. L'essentiel pour moi, c'était d'avancer, c'était de promouvoir la recherche. Ça, c'est mon maître mot, promouvoir la recherche, qui n'existait pas. Et donc, se sont formés des spécialistes, des chercheurs qui ont choisi la branche ophtalmologie, INSERM, CNRS. J'ai acheté la première banque d'ADN de France, puisqu'il fallait prendre le sang, et en génétique, on le sait maintenant. Vous savez, maintenant, ça paraît facile. Pourquoi? Il s'est écoulé quand même plus d'un quart de siècle. Et c'est pas rien, un quart de siècle. Il n'y avait rien. Hein. Et donc, je revendique le terme de pionnière, parce que par la suite, c'est vrai que j'ai pas été bien accueillie, mais le jour où on va trouver et guérir tous les gens qui m'ont un petit peu tapé dessus seront bien contents s'ils récupèrent quelque chose, ou si on peut guérir ceux qui arrivent par la suite. Toujours est-il que ça n'était pas mon propos, j'ai suivi toujours ma ligne de conduite, et mon étoile, je suis mon étoile. Donc nous avons formé ce centre européen, nous l'avons baptisé d'abord, Centre européen d'information et de recherche sur les rétinopathies pigmentaires, puisque c'était ma pathologie. À l'époque, on ne parlait pas encore de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou de DMLA comme on en parle beaucoup maintenant, d'accord ? Donc ça, c'était le premier temps. Alors nous avons formé cette équipe des chercheurs. J'étais, ce que je fais aujourd'hui, je n'ai cessé, car il faut l'avouer, je n'ai jamais été aidée par les pouvoirs publics. Donc c'était par mes actions, par ma volonté, par cette rage de vaincre, probablement qui est à la mesure de la désespérance, du désespoir. Mettez-vous un bandeau sur les yeux, 2 jours seulement, et vous saurez que dans 2 jours vous pourrez voir. Mais personne n'imagine en France, je crois, ce désespoir quand on sait que 80% des informations passent par la vue. Tout à fait. Et c'est énorme. On vit dans une société visuelle. Hein, et tout passe par la vue. Imaginez, donc c'est l'horreur. Hein, c'est l'horreur. Il faut faire avec, il faut vivre. Il y en a qui se suicident. Tout le monde ne le sait pas. J'en ai empêché quelques-uns de se suicider aussi. Il m'est arrivé
également aussi d'avoir envie de me D'y suicider, penser. d'y penser. Mais bon, jusqu'alors, j'espère tout le temps. J'ai une espèce d'espérance en moi qui me dit qu'un jour, on va trouver. Alors, donc, nous sommes partis à zéro. On est bien d'accord. On a ramé dans le sable, hein, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai cherché des fonds, des moyens. Ben, je ne sais même plus, si vous voulez, parce que c'est tellement loin, comment j'ai fait. J'ai remué ciel et terre. J'avais Midi Libre qui m'a tout le temps suivi. Vraiment, j'ai des articles, des centaines et des centaines d'articles où on disait Monique Roux remue des montagnes. Eh bien oui, je n'avais pas vraiment d'état d'âme. Personne n'est responsable de ce qui nous arrive, hein. Je l'ai toujours fait, je pense, avec gentillesse et élégance. Mais il faut se battre, il faut bien faire quelque chose. Les pouvoirs publics, alors la ronde des ministères, je les connais tous depuis 25 ans. J'ai eu des perles, je pourrais écrire une encyclopédie. Je ne donnerai pas des noms, ni sous quel gouvernement, peu importe. Mais on me dit, oh, mais oui, madame, vous comprenez, mais vous n'êtes pas un marché porteur. Ça, il faut l'entendre, hein. On n'était pas porteur. Bon, très bien. On n'intéressait personne. Et la deuxième perle, oh ben oui, madame, mais vous comprenez, perdre la vue, ça ne fait pas mourir. Non, monsieur, ça ne fait pas mourir, ça fait simplement crever de désespoir. D'accord? Parce que, bon, enfin, c'était à Matignon, partout, j'étais reçue à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères de la Santé, des handicapés. Donc personne, voilà, écoutez, ça nous touche pas. Quand on me voit que je suis assise bien propre, bien arrangée, on se dit, bah, ses yeux sont vivants. On n'a pas l'impression. Vous voyez quelqu'un sur un fauteuil roulant, vous savez qu'il est paraplégique ou hémiplégique ou qu'il a un problème. Mais quand vous voyez nos yeux qui sont tout le temps vivants, surtout quand j'étais plus jeune, en plus on me disait que j'avais de beaux yeux à l'époque. Bon, alors ça peut tromper. Et vous savez, ce que l'on vit mal également, c'est qu'on nous prend quelquefois pour des tricheurs. Parce que lorsqu'on voit encore en tunnel et qu'on évite les obstacles, quelqu'un vient vous tendre une main. Même si vous êtes relationnel, vous ne la voyez pas. On se dit, tiens, mais c'est quelqu'un... bizarre, elle est lunatique, cette fille, elle est sympa dans la journée, ça se passe bien, et puis finalement, on lui tend la main, elle ne répond pas. Tout simplement parce qu'on ne la voit pas. Et notre comportement est très difficile à vivre et difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il serait intéressant que la France entière, en une demi-heure, on peut expliquer cette pathologie. Pourquoi on devient comme ça et comment on est mal perçu. Moi, j'ai des adhérents qui, à 35 ans, en phase assez sévère à Paris, pas encore avec une canne blanche, eh bien, sont arrêtés sur la voie publique pour ivresse, parce qu'ils tâtonnent. Hein, on n'a pas le droit d'avoir une canne blanche jusqu'à un certain moment. Hein. Et donc, ils sont là, on se dit, ou bien c'est un malade mental, ou bien c'est un ivrogne. Hein. Donc, c'est difficile. Il faut expliquer aux gens que voilà, c'est quelque chose de très difficile à vivre, qui ne se perçoit pas facilement. Il faut que les gens aient un autre regard, sans jeu de mots, et puissent comprendre ce qui nous arrive. Alors, progressivement, dans notre pathologie, la vue rétrécit, et malheureusement un jour, la vision centrale est également atteinte. Pourquoi ? Ça, on le sait depuis quelque temps seulement, parce que nous avons fait, évidemment, nous sommes très spécialisés. Je ne suis pas chauvine, je ne suis pas originaire de Montpellier, c'est mon mari qui m'a déracinée, mais je suis originaire de la Vienne. Mais pourquoi, comment dirais-je, on a fait des progrès. Nous avons été premier centre à chercher, à prendre le sang, à jouer les docteurs vampirus, prendre le sang, les généticiens, le mettre dans des armoires où l'ADN est donc classé, c'est confidentiel.